Français. Moderniser la transmission d'entreprises en France. Depuis sa création en décembre 2014, la délégation sénatoriale aux entreprises a rencontré plusieurs centaines de chefs d'entreprise qui l'ont alerté sur les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent lors des transmissions d'entreprises, notamment dans les régions éloignées de Paris. C'est un enjeu économique majeur à la fois en termes de dynamisme et d'attractivité des territoires. Et bien évidemment un défi pour l'emploi dans nos territoires. La transmission d'entreprise, enjeux et réalité. Après plusieurs années d'absence des débats, la transmission a fait l'objet de ces 2 dernières années d'un certain nombre de rapports et d'études économiques. Ils se sont toutefois trop souvent limités à un secteur, par exemple l'artisanat, ou à un type d'entreprise, par exemple les TPE. Rares sont ceux qui ont approché l'enjeu de la transmission sous l'angle territorial. Vos rapporteurs ont souhaité combler ces manques en présentant un bilan complet de la transmission en France, réalité, enjeux et difficultés, avant de proposer des solutions concrètes pour favoriser l'anticipation, l'accompagnement et le financement de la reprise, et pour simplifier, moderniser et sécuriser les différentes modalités de transmission en France. L'objectif de ce rapport est d'alerter les acteurs politiques et économiques sur l'urgence de la situation. Un enjeu démographique, économique et territorial. Le défi de la transmission est un défi autant démographique qu'économique et territorial. Démographique, car près de 20% des dirigeants des PME sont âgés de plus de 60 ans et de plus de 60% des dirigeants d'ETI ont au moins 55 ans. Le nombre d'entreprises à transmettre dans les prochaines années va donc considérablement augmenter. C'est une période délicate qui s'ouvre pour l'économie française car ces entreprises ne trouvent pas toujours des repreneurs. Et lorsqu'on en trouve, ceux-ci peuvent être tentés d'opérer des économies d'échelle en opérant des fusions, voire de réduire la masse salariale en délocalisant. À la perte de ces emplois directs s'ajoutent alors celles des emplois indirects, créant un cercle vicieux de dévitalisation de nos territoires que certaines de nos régions ne connaissent déjà que trop bien. Favoriser et fluidifier la transmission devient donc un défi économique autant qu'un enjeu pour l'aménagement de nos territoires. Il est grand temps de couvrir l'ensemble du champ de la transmission en n'oubliant aucune de nos entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou ETI, qu'elles soient agricoles, artisanales ou industrielles. Les 6 mots de la transmission en France. Après 5 mois de travaux comprenant l'audition de 80 personnes et capitalisant sur les visites de terrain de la délégation sénatoriale, vos rapporteurs ont identifié principalement 6 obstacles auxquels font face acteurs publics et privés en matière de transmission d'entreprises en France. 1. Une difficulté à obtenir des statistiques fiables. 2. Une information insuffisante tant pour les cédants que pour les repreneurs potentiels. 3. Un manque cruel de préparation dans le processus de transmission des entreprises. 4. Des difficultés de financement persistantes. 5. Un cadre fiscal et économique inadapté. 6. Une reprise interne par les salariés insuffisamment accompagnés pour être pleinement efficace. 3. Connaître et affiner les données statistiques et économiques de la transmission au niveau de chaque territoire. Depuis 2006, l'INSEE ne comptabilise plus le nombre de transmissions, laissant libre cours à des chiffres aussi variés que variables, selon les définitions, les secteurs, les années ou les territoires retenus par les chercheurs et statisticiens. Ce manque de données fiables rend difficile toute action concertée des pouvoirs publics en la matière. Ceux-ci se contentant à présent d'un vague consensus chiffrant à 60 000 le nombre de transmissions d'entreprises par an. Sans autre réelle précision, il est dès lors indispensable de se donner les moyens d'une politique ambitieuse en disposant de données non seulement fiables, mais également affinées au niveau de chaque territoire. L'enjeu de la transmission étant intimement lié à la survie de PME et d'ETI, faisant vivre plusieurs bassins de vie dans nos territoires. Anticiper,
accompagner, financer. 3 étapes clés pour une reprise réussie. Favoriser l'anticipation. Le manque d'anticipation des entrepreneurs français explique une grande partie des échecs de transmission en France. Ce constat partagé par l'ensemble des personnes auditionnées nécessite une meilleure prise de conscience des pouvoirs publics. L'anticipation doit pouvoir être favorisée par tout moyen en créant des dispositifs d'incitation adaptés, mieux informés, mieux accompagnés. La reprise est insuffisamment mise en valeur tant dans les cursus universitaires et professionnalisants que dans les publications universitaires économiques. Les actions de communication initiées récemment restent relativement parisiennes ou réservées aux capitales régionales, alors même que l'essentiel des TPE, PME et TI susceptibles d'être fermés faute de repreneurs se trouvent éloignés des centres de formation et d'information. Enfin, les organismes d'information et de conseil existants coordonnent insuffisamment leur action avec le réseau transmettre et reprendre. Encore trop peu connu localement est l'Agence France Entrepreneur, dont le rôle d'animateur et de coordinateur national doit être renforcé. C'est en coordonnant des actions et en les rapprochant du terrain dans l'ensemble de nos territoires que la promotion de la transmission sera la plus efficace. Moderniser et dynamiser le financement de la transmission. Malgré un récent et relatif desserrement du crédit en France, avec des taux historiquement bas, l'accès au financement reste un frein indéniable à la transmission en France, notamment dans les milieux ruraux. Prenant désormais plusieurs formes, le financement de la reprise doit pouvoir être mieux accompagné, notamment fiscalement en facilitant l'étalement dans le temps du coût de la reprise et en prenant mieux en compte les besoins d'investissement des jeunes repreneurs. L'objectif est d'éviter que des reprises n'échouent pour de simples questions de financement, alors qu'un étalement de l'impôt dû ou des facilités de crédit pourrait être dynamisé sans pour autant représenter un surcoût excessif pour l'État. Le crédit vendeur, en particulier insuffisamment utilisé, doit être développé car il a l'avantage d'être un outil d'anticipation pour le cédant et de financement pour le repreneur, gage d'une transmission réussie. Simplifier, moderniser et sécuriser pour une meilleure transmission d'entreprises dans nos territoires. 1. Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique. La fiscalité de la transmission reste largement inadaptée en France en comparaison des pratiques de nos voisins européens. Elle est également le fruit d'un malentendu entre les services de l'administration des finances publiques et les entrepreneurs sur le terrain qui insistent pour une prise en compte globale du coût de la transmission. Droit de mutation, certes, mais également ISF et cotisations sociales qui influent sur le choix du cédant comme du repreneur. Transmettre son entreprise apparaît bien trop souvent, selon les mots des entrepreneurs, rencontré comme un véritable parcours du combattant. Favoriser une meilleure reprise des entreprises en France, c'est donc avant tout simplifier, moderniser et sécuriser son cadre fiscal et économique. Il est ainsi nécessaire de libérer la transmission en offrant aux entrepreneurs une fiscalité adaptée à leurs besoins et de favoriser ainsi le maintien de nos entreprises dans nos territoires. Le pacte d'Utrecht doit être modernisé en ce sens, en offrant la possibilité d'une exonération fiscale plus élevée en contrepartie d'un engagement plus long de détention des parts. L'ISF a régulièrement été cité comme un impôt pénalisant tant la fluidité que l'anticipation des reprises d'entreprises. Il est nécessaire à minima de le réformer pour qu'il ne frappe plus la transmission des actifs productifs. Le système doit également être simplifié avec un taux unique pour les droits d'enregistrement ainsi qu'une clarification de la notion de holding animatrice, réclamée depuis longtemps par les différents professionnels de la transmission. Enfin, les relations avec l'administration fiscale doivent être aussi bien modernisées et simplifiées en mettant en place un système
d'indicateurs valorisant les bonnes pratiques sécurisantes pour les chefs d'entreprise, tels que le rescrit valeur, qui doit évoluer vers un système plus accessible, notamment via son anonymisation. Le rapport ouvre également des pistes d'expérimentation territoriale pour évaluer la pertinence et l'efficacité de certains dispositifs destinés à dynamiser la reprise en milieu rural en sécurisant les différents investissements financiers nécessaires à la reprise, notamment dans le secteur agricole. 2. Conforter le soutien territorial de la transmission. Le manque de repreneurs de petites entreprises locales ainsi que d'entreprises familiales en milieu rural menace la vitalité de nos territoires. Cette réalité est bien connue des collectivités locales qui disposent d'un certain nombre d'outils pour accompagner directement ou indirectement la transmission ou la reprise d'entreprises afin d'en éviter la fermeture. Cette territorialisation de l'action publique en faveur des entreprises peut prendre plusieurs formes, toutes essentielles pour décliner les actions nationales en actions locales au plus proche du terrain. Les leviers fiscaux et immobiliers des collectivités sont utilement complétés par le Fonds d'intervention pour le service, l'artisanat et le commerce, FISAC, dont la logique de guichet a été récemment supprimée au bénéfice d'appels à projets dont l'efficacité en matière de reprise d'activité est réelle, mais risque à l'avenir de manquer de réactivité. 3. Favoriser la reprise par les salariés. Les personnes auditionnées ont été unanimes pour saluer la reprise interne comme une des reprises les plus efficaces tant en termes de pérennité de l'entreprise qu'en termes de sauvegarde des emplois. Mais elles ont également unanimement critiqué le droit d'information préalable des salariés prévu par la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il est donc nécessaire de donner un nouveau souffle à la reprise salariale en remplaçant le dispositif d'information préalable des salariés par un plan d'action permettant réellement de favoriser les reprises d'entreprise par leurs salariés. À travers la formation continue, la fiscalité incitatrice et des dispositifs d'aide à la reprise, les 27 propositions déclinées en 6 actions couvrent l'ensemble du champ de la transmission. Elles conditionnent le maintien des entreprises et donc des emplois dans nos territoires. Cet ensemble de propositions doit pouvoir servir de feuille de route dans le cadre de la prochaine législature, afin que nos territoires ne soient pas pénalisés par un carcan administratif et des règles fiscales devenues obsolètes et inadaptées. Loin des positionnements idéologiques, ces propositions sont de bon sens et font écho au travail que tentent de mener quotidiennement les élus locaux aux côtés des entreprises pour favoriser leur maintien sur des territoires riches et variés où elles assument une vitalité et une activité nécessaires à l'ensemble de nos concitoyens. Loin des principales propositions, première action, mieux connaître les réalités statistiques et économiques. Proposition 1. Confier à l'INSEE une mission de collecte de données basée sur des définitions claires et pouvant servir de référence en matière de transmission d'entreprise. Proposition 2. Affiner les données statistiques disponibles au niveau d'un territoire pour étudier l'impact de la transmission sur les emplois directs et indirects. Deuxième action. Favoriser l'anticipation. Proposition 3. Mieux accompagner les cédants pour promouvoir l'anticipation de la transmission, notamment en facilitant la déductibilité des frais de diagnostic. Proposition 4. Créer à l'article 790 du Code général des impôts un nouveau seuil à 65 ans, en dessous duquel s'appliquerait un taux d'abattement de 60% des droits liquidés, le taux de 40% s'appliquant lorsque le donateur a entre 65 ans et 70 ans. Proposition 5. Moderniser le dispositif de la location-gérance
notamment en réduisant le délai aujourd'hui de 5 ans, auquel est conditionnée l'exonération fiscale de la plus-value en cas de vente au locataire gérant. Troisième action, mieux informer, mieux communiquer. Proposition 6, orienter les démarches de promotion de l'entrepreneuriat vers la reprise d'entreprise, cursus universitaire, école de commerce, apprentissage, dispositifs locaux et nationaux. Proposition 7, renforcer la déclinaison locale de la semaine de la transmission reprise. Proposition 8, renforcer la plateforme numérique Agence France Entrepreneur ainsi que son rôle de coordination. Quatrième action, moderniser et dynamiser le financement de la transmission. Proposition 9, élargir aux PME et ETI l'échelonnement du paiement de l'impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit vendeur prévu par l'article 1681F du Code général des impôts. Proposition 10, abaisser de 5 à 3% la condition de détention du capital social fixé par l'article 397A de l'annexe 3 du CGI autorisant un paiement différé puis fractionné des droits de mutation. Proposition 11, prévoir une alerte systématique de la Banque de France en cas de transmission afin que la situation des entreprises reprises en phase d'investissement soit mieux prise en compte dans leur cotation. Cinquième action, simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique. Proposition 12. Simplifier le mécanisme du treuil en ne le conditionnant qu'à un seul type d'engagement de conservation des titres individuels couvrant la durée totale cumulée de deux types d'engagements actuels, collectifs et individuels. Proposition 13. Instaurer pour le pacte du treuil un nouveau taux d'exonération de droits de mutation à hauteur de 90% de la valeur de l'entreprise, sous condition d'un engagement global de 8 ans, tout en conservant celui à 75% pour 6 ans. Proposition 14. Exonérer d'ISF les actifs productifs. Proposition 15. Créer un système d'évaluation des services locaux des finances publiques qui prendrait en compte la qualité des relations avec les entreprises et le degré de satisfaction de ces dernières. Proposition 16. Instaurer un taux unique pour les droits d'enregistrement qui sont à l'heure actuelle différenciés selon le statut de l'entreprise. Proposition 17. Instaurer un véritable compte entrepreneur-investisseur afin de permettre aux dirigeants d'entreprises de soutenir plus activement la croissance des PME françaises. Proposition 18. Expérimenter pour les jeunes agriculteurs et les artisans une déduction fiscale pour la transmission et l'installation. Proposition 19. Clarifier la définition de la holding animatrice. Proposition 20. Faciliter l'utilisation du rescrit valeur via l'anonymisation des demandes et une adaptation des méthodes de calcul. Proposition 21. Prévoir des délais de mise aux normes pour les repreneurs, 6 mois à 3 ans, variables en fonction de la hauteur de l'investissement. Sixième action, accompagner plus efficacement les reprises internes. Proposition 22, faciliter les reprises internes en formant les salariés. Proposition 23, abroger les dispositions des articles 19 et 20 de la loi Hamon relatives à l'information préalable des salariés. Proposition 24, relever les abattements fiscaux prévus en cas de reprise par un ou plusieurs salariés. Proposition 25, faire passer de 15 à 5 salariés la condition pour octroyer un crédit d'impôt en faveur des sociétés rachetées par les salariés. Proposition 26, réévaluer les dispositifs d'aide en prenant mieux en compte la reprise salariale, augmenter par exemple les durées des aides du dispositif NACRE.
Proposition 27, améliorer la coordination des actions des administrateurs judiciaires et des différents acteurs et conseils de la reprise. Mesdames, Messieurs, mieux légiférer, faciliter la vie des entreprises, offrir un cadre législatif favorisant l'emploi et la croissance. Tels sont les objectifs de la délégation aux entreprises du Sénat. Les membres de la délégation créée en décembre 2014 n'ont eu de cesse d'aller à la rencontre des dirigeants de tous les territoires pour comprendre les obstacles au développement des entreprises françaises. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise ont ainsi été entendus sur le terrain au cours de nombreux déplacements réalisés depuis 2 ans dans différents départements. De très nombreux thèmes ont été abordés au cours de ces échanges, parmi lesquels le droit du travail, l'apprentissage, la simplification, etc. La transmission d'entreprise s'est rapidement imposée comme l'un des sujets majeurs de préoccupation des entrepreneurs. C'est un véritable défi économique pour la France. Si 60 000 entreprises sont transmises chaque année, le nombre d'échecs de reprise est estimé à 30 000. Les enjeux sont par conséquent immenses en termes d'emploi et de vitalité de nos territoires. Selon certaines études, 750 000 emplois seront concernés dans les prochaines années en raison de l'accélération du vieillissement des dirigeants d'entreprises. Or, faute d'anticipation suffisante et de cadre économique et fiscal propice, les reprises risquent de ne pas avoir lieu, laissant le tissu économique de la France à sa petite mort. Le cercle vicieux du chômage et de la désertification touchera un nombre croissant de territoires. Si rien n'est fait, la France se trouverait privée de ce qui fait sa force, le savoir-faire de nombreux professionnels, par exemple dans le domaine de l'artisanat, mais aussi le patrimoine immatériel que représentent les marques de certaines entreprises, notamment les entreprises familiales, fortement ancrées dans leur territoire. La délégation aux entreprises refuse cette fatalité. Aussi a-t-elle souhaité mener une réflexion de fond et dresser un état des lieux complet en auditionnant de très nombreux acteurs de la transmission d'entreprise. Ces travaux menés pendant 5 mois avaient pour objectif de formuler des recommandations pertinentes pour tous les types d'entreprises concernées. Sur tous les aspects du sujet, qu'il s'agisse de la sensibilisation des entrepreneurs, des enjeux fiscaux, ou encore du financement ou de la reprise par les salariés. Ce travail de fond s'inscrit dans la lignée de précédents rapports, mais avec la volonté d'aborder le thème de la transmission de la manière la plus large possible, depuis les très petites entreprises jusqu'aux entreprises de taille intermédiaire, depuis les commerces de quartier jusqu'aux industries innovantes, en passant par les exploitations agricoles, parce que l'identité et la force des territoires s'appuient sur cette richesse entrepreneuriale. La délégation aux entreprises a souhaité embrasser le sujet de la transmission d'entreprise de la façon la plus complète possible. La transmission d'entreprise, après avoir été négligée pendant de nombreuses années, a récemment été mieux prise en compte par les pouvoirs publics, notamment à la suite de la publication du rapport de notre collègue députée Madame Fanny Dombrecoste, publié en juillet 2015. Cependant, ce rapport, comme de nombreuses études économiques, ne cible que les très petites entreprises TPE. Aussi, les quelques mesures législatives ayant été votées par la suite ont négligé, combien souvent tout un pan du tissu économique de la France. Selon le dernier panorama des entreprises françaises de l'INSEE, il existe 3,6 millions de très petites entreprises ou micro-entreprises employant 2,5 millions de salariés, tandis que les 5 100 entreprises de taille intermédiaire ETI hors secteur financier emploient 3,4 millions de salariés et les 138 000 petites et moyennes entreprises, PME, hors micro-entreprises, emploient
quant à elles, 4 millions de salariés. PME et ETI emploient donc 3 fois plus de personnes que les TPE ou micro-entreprises, pourtant numériquement prépondérantes. Partant de ce constat, il devient évident que la réflexion relative à la transmission d'entreprise ne peut plus faire abstraction de la situation des plus grandes entreprises. Or, grandes entreprises, CGE, dont beaucoup sont cotées. Cet oubli permanent des PME et ETI semble assez révélateur d'un constat de départ. Les études relatives aux effets des transmissions ne mettent jamais en évidence l'impact d'un échec de reprise pour l'environnement des entreprises concernées. Pourtant, la fermeture d'une grande PME ou d'une ETI constitue un drame économique et social. Non seulement pour ses propres salariés, mais également pour tout le territoire concerné. Tant les répercussions dépassent les murs d'entreprise, toutes les approches semblent avoir occulté cet aspect de la question et le présent rapport vise à pallier ce défaut récurrent. La transmission y est abordée sous son acception globale, c'est-à-dire qu'elle vise les cessions à titre onéreux comme les transmissions familiales à titre gratuit et concerne aussi bien les cédants que les acquéreurs. L'enjeu de la transmission de l'entreprise est aussi l'enjeu de l'emploi et de la survie de certains territoires. C'est ce que la délégation aux entreprises met ici en avant en abordant successivement les enjeux et réalités de la transmission d'entreprise en France. Les 3 conditions d'une transmission réussie que sont l'anticipation, l'accompagnement et le financement. Les préconisations pour simplifier, moderniser et sécuriser le cadre de la transmission d'entreprise en France. Enfin, le présent rapport contient en annexe une étude réalisée à la demande de la délégation par le groupement Datastorm Atexo, évaluant les effets attendus des 4 réformes relatives à la transmission d'entreprises en France. La transmission d'entreprises, enjeux et réalité. Des chiffres variables. 60 000 transmissions par an, telle est l'estimation qui semble faire consensus en France à l'heure actuelle. En rappelant ce chiffre, le rapport de notre collègue députée Fanny Dombrécos souligne toutefois qu'il n'offre pas une vision suffisamment fine de la situation et de son évolution. Si 60 000 entreprises sont cédées annuellement, les associations professionnelles évoquent par ailleurs 30 000 disparitions, voire plus selon les représentants de l'artisanat. Plus de 90% des 60 000 entreprises qui se transmettent chaque année comptent moins de 50 salariés. Une étude publiée par la Direction générale du Trésor du ministère de l'Économie rappelle les différentes estimations du nombre d'entreprises concernées par la reprise dont l'offre se situerait entre 700 000 et 900 000 entre 2000 et 2020. Cette même étude indique que la place des entreprises familiales dans l'économie française est toujours importante, mais elle varie selon les définitions et le champ retenu. 83% de l'ensemble des entreprises et 49% de l'emploi, selon une étude de FBN International 2008, 70% des entreprises cotées et 45% de l'emploi correspondant selon Straer et Tesmar, 40% des ETI nationales selon Ponce et Seban. Cependant, le taux de transmission familiale estimé à moins de 10% est faible. De leur côté, les associations professionnelles tentent de comptabiliser par elles-mêmes le nombre de reprises dans leur secteur. Ainsi, l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat évalue à 40 000 le nombre
d'entreprises artisanales susceptibles de faire l'objet d'une reprise chaque année, tout en reconnaissant le caractère très incertain et aléatoire de ce décompte. Toutefois, l'ensemble de ces chiffres ne sont que des indications et ne reflètent que partiellement la réalité. L'INSEE ne comptabilise plus les reprises d'entreprises depuis 2006. Cette absence de statistiques oblige les chercheurs à comparer différentes bases de données dont aucune ne présente des chiffres agrégés concernant les transmissions en tant que telles. Les études publiées sur le sujet précisent nécessairement la méthodologie retenue pour suivre dans le temps la réalité de la transmission en France. Le manque de statistiques fiables oblige ainsi BPCE, l'Observatoire, à utiliser plusieurs bases de données, à les comparer tout en distinguant différents niveaux d'opération en fonction de la fiabilité de leur information. La démarche de mesure du nombre d'opérations de cession-transmission mise en place depuis 2011 n'ayant de sens que si les périmètres d'études sont identiques d'une année sur l'autre. La procédure de dénombrement des cessions de PME et ETI repose sur les mêmes bases de données que dans les études précédentes. Depuis 2011, BPCE, l'Observatoire retient 2 niveaux d'opération de cession-transmission en fonction de la fiabilité de l'information disponible. Le premier correspond aux opérations formellement identifiées. Le second représente les événements dont la probabilité d'occurrence est très forte. Le nombre total de cessions retenues pour le premier niveau est de 11 000 en 2013, contre 10 000 en 2012, tandis que 16 000 opérations sont comptées en 2013 pour les 2 niveaux réunis contre 15 000 en 2012. Par ailleurs, les chiffres publiés par les différentes études disponibles varient selon les années de référence que les chercheurs retiennent dans leur analyse. Or, le nombre de transmissions est loin d'être uniforme d'une année sur l'autre. Ainsi, BPCE, l'Observatoire, évoque 15 000 opérations de cession-transmission de PME-ETI en 2014. Ce chiffre fut de 12 000 en 2010 et de 16 000 en 2013, soit une différence de 26% entre des années relatives proches. Il est donc difficile de généraliser à partir d'une seule année de référence. Vos rapporteurs soulignent donc le caractère périlleux d'un exercice basé sur des chiffres parfois difficilement vérifiables, issus de statistiques parcellaires au fruit d'un simple consensus, pour reprendre le terme de la Direction générale des entreprises et du rapport d'Ombre-Coste. Mais vos rapporteurs soulignent également que l'ensemble de ces chiffres concordent sur un point: la transmission d'entreprises est un enjeu majeur pour notre économie avec un nombre important d'entreprises à céder. Chaque année, nombre appelé à croître compte tenu de la démographie actuelle des dirigeants. L'incertitude statistique n'enlève donc rien à l'importance du sujet. Vos rapporteurs ont pu constater que les chiffres présentés différents selon la définition qui est donnée d'une entreprise reprise et selon le périmètre des entreprises concernées. Certains comptent les TPE, d'autres incluent les PME ou les ETI. Certains rapports se concentrent sur des secteurs bien particuliers comme l'artisanat, d'autres excluent de leur étude ces mêmes secteurs. Or, chaque secteur a potentiellement ses propres statistiques et ses propres spécificités, plus ou moins connues en fonction des enquêtes de référence.
Certains secteurs et territoires sont ainsi plus particulièrement concernés par la faiblesse du taux de transmission, comme l'imprimerie, l'habillement, le travail du bois, de la construction ou le transport terrestre. La notion même de ce qu'est ou n'est pas une transmission d'entreprise pose également question. Doit-on qualifier de cession un transfert d'entité, un transfert de parts ou d'action? Si oui, à partir de quelles proportions? Comme le rappelle le rapport sur le financement de la transmission des TPE et PME, il existe deux grandes catégories de transmission, qui sont d'une part la cession d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, et de l'autre le rachat de titres sociaux par social action. La taille de l'entreprise est une donnée clé pour distinguer ces deux formes de reprise. Dès que l'on dépasse 10, a fortiori 20 salariés, le rachat sous forme de part sociale est la modalité la plus classique de reprise. Or, ces différents types de transmission ne sont pas toujours pris en compte de la même manière par les études qui excluent ou incluent parfois les rachats de titres. Ces cessions peuvent parfois s'effectuer progressivement sur le long terme, donations partielles successives, rachats de parts étalés sur plusieurs années, etc., rendant ainsi difficiles les calculs et interprétations qui peuvent en découler. Enfin, si vos rapporteurs saluent la qualité des rapports publiés ces dernières années, et en particulier celui de la députée Fanny Dombrecoste, ils ne peuvent que regretter que ces différentes études se soient limitées à l'observation d'un seul secteur ou d'un unique type d'entreprise comme les TPE. La question de la reprise est un sujet commun à toutes les entreprises de nos territoires, y compris les PME et les ETI. S'il est exact que les solutions doivent parfois être adaptées à la taille ou au secteur de l'entreprise, un diagnostic exhaustif de la transmission d'entreprise en France ne peut raisonnablement pas se limiter aux seuls TPE. Le présent rapport souhaite mieux prendre en compte la réalité de nos PME et ETI régionales, qui risquent fermeture et rachat au moment du départ de leurs dirigeants. Pour cela, il est nécessaire, au préalable, d'identifier les différentes difficultés que rencontrent les entrepreneurs au moment de transmettre. 6 obstacles à franchir pour fluidifier la transmission d'entreprises en France. Les personnes auditionnées ont fait part à vos rapporteurs de plusieurs obstacles auxquels acteurs publics et privés sont confrontés en matière de transmission et reprise en France. Ces griefs peuvent se résumer en 6 points qui seront au cœur du présent rapport: absence de statistiques fiables, informations insuffisantes, manque d'anticipation, difficulté de financement, fiscalité inadaptée et reprise interne mal accompagnée. Le manque de statistiques fiables. Comme il a été démontré ci-dessus, le manque de statistiques fiables est le premier écueil que rencontre tout travail sur la transmission. Cette difficulté a été soulignée par le groupement Datastorm Atexo à l'occasion de l'étude que votre délégation lui a confiée. Les résultats quantitatifs obtenus doivent être analysés avec précaution, car les données concernant les transmissions reprises d'entreprises restent malheureusement peu précises. Il est particulièrement difficile de trouver des chiffres précis, clairs et partagés. Chercheurs et pouvoirs publics ne se mettent d'accord que pour évoquer des fourchettes larges mêlant en apparence toutes les entreprises sans distinction, tout en reconnaissant de multiples biais tant sur le secteur ou les définitions que sur les années ou les territoires de référence. Il existe une forte inadéquation entre l'offre et la demande qui explique en partie le nombre insuffisant d'entreprises reprises. La démographie en milieu rural n'explique que très partiellement cette inadéquation.
Les personnes auditionnées ont notamment évoqué la question de l'accès à l'information et du lien entre cédants et repreneurs qui font trop souvent défaut. Cette insuffisance d'information se retrouve à tous les stades de la transmission, y compris en amont. Au moment de la recherche de conseils, de simulation ou d'accompagnement, enfin, tant dans les différentes professions que dans les écoles de commerce, la reprise apparaît comme insuffisamment valorisée par rapport à la création. C'est un manque d'anticipation qui fragilise la reprise. Le manque d'anticipation des dirigeants d'entreprise est une constante en France que les personnes auditionnées considèrent comme étant l'une des causes principales des échecs de reprise. Comme l'indique notre collègue députée Fanny Denon-Cause dans son rapport précité, l'anticipation de la cession bien avant l'âge de la retraite constitue donc un facteur déterminant de la capacité future du dirigeant à céder son entreprise. Certains secteurs sont particulièrement fragilisés par le manque d'anticipation de leurs dirigeants, dont les attentes sont parfois dommageables à la vente et à la survie de leur entreprise. C'est notamment le cas du commerce, comme le constate l'ACC Paris-Île-de-France. Dans le secteur du commerce, la reprise est plus difficile et on relève une inadéquation entre le volume des affaires à céder et le faible nombre de repreneurs intéressés. La situation est d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit de commerçants âgés qui comptent sur la vente de leurs pas de porte pour assurer leur retraite ou de commerces qui n'ont pas fait l'objet des investissements nécessaires pour rester attractifs. Mise aux normes, maintien des annonces promotionnelles du commerce, site web actif et animé. Loin de favoriser l'anticipation, les stratégies d'optimisation personnelle enclenchent bien souvent un cercle vicieux où prévaut une logique de recul de la décision de vente alors que la préparation et l'anticipation devraient être prioritaires. Trouver un repreneur devient alors plus difficile faute d'anticipation des difficultés de financement. La question du financement reste une constante citée par plusieurs des personnes auditionnées. L'accès limité de certaines professions au crédit bancaire rend complexe la reprise. C'est notamment le cas dans les territoires ruraux ainsi que dans le secteur de l'artisanat. Le problème numéro un, c'est l'accès au financement, a ainsi déclaré l'Union professionnelle artisanale. Le présent rapport présentera ultérieurement les diverses formes que ces difficultés d'accès au financement peuvent prendre, compte tenu des différentes réalités auxquelles font face certains secteurs. C'est une fiscalité inadaptée. Les personnes auditionnées ont reconnu l'apport significatif du pacte Dutreil, comme le rappelle l'étude commandée par votre délégation. Le pacte Dutreil permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur l'assiette des droits de succession ou de donation et donc de réduire considérablement l'impôt à payer sous certaines conditions à respecter. Toutefois, même si ce pacte peut être généreusement cumulé avec d'autres abattements, la fiscalité française de la transmission reste vécue comme confiscatoire. Au regard d'autres pratiques dans l'Union européenne, selon une étude publiée par le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, METI, en effet, la question fiscale de la transmission ne s'arrête pas au seul droit de mutation. L'APCMA a ainsi fait part d'autres difficultés d'imposition liées à l'IR ou à des cotisations sociales élevées. Lors des déplacements de la délégation, le taux de l'ISF à publier à l'issue de la session a également été évoqué comme un frein qui a pour effet de retarder les transmissions.
La fiscalité de la transmission doit ainsi être abordée dans sa globalité, IR, ISF et cotisations sociales, comprises selon les cas et non sous le seul angle bien connu des droits de mutation. Enfin, les entreprises rencontrées ont plébiscité des pratiques fiscales modernisées avec des contrôles qui prendraient mieux en compte les difficultés des entreprises ainsi que la nécessaire sauvegarde des emplois. Vos rapporteurs ont été surpris par l'unanimité de personnes auditionnées sur deux sujets. Un, la reprise interne par les salariés est une vraie solution au manque de repreneurs qu'il faut pouvoir soutenir. Deux, le droit d'information préalable des salariés est en la matière contre-productif, car il n'offre ni les garanties de temps nécessaires aux salariés pour reprendre efficacement l'entreprise, ni les garanties de discrétion nécessaires à l'employeur pour gérer en confiance une reprise extérieure efficace. Tout en étant conscient des effets positifs de certaines dispositions de la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014 en faveur de l'économie sociale et solidaire, vos rapporteurs ne peuvent que constater l'unanimité des personnes auditionnées contre le droit d'information préalable des salariés qui devra nécessairement être remplacé par des dispositifs plus incitatifs à la reprise salariale. Ce rapport aura pour objet principal d'expliquer l'origine des six difficultés énoncées ci-dessus et de proposer les solutions les plus adéquates. Les difficultés liées à la transmission et à la reprise anciennes et les politiques publiques se sont organisées en conséquence pour tenter d'y remédier. C'est notamment le cas de la fiscalité des transmissions familiales qui a été allégée au début des années 2000. Cet allègement a été motivé par un constat simple résumé ainsi par Bpifrance. Les PME et ETI familiales sont le moteur de la création d'emplois en France. Toutefois, vos rapporteurs ont pu constater lors de leurs travaux que les politiques fiscales favorisant la transmission familiale avaient pu susciter des interrogations quant à leur efficacité économique. Les études publiées tant par le Conseil d'analyse économique que par la Direction générale du Trésor émettent des doutes sur l'utilité économique des politiques favorisant la transmission familiale. Dans l'étude publiée par la DG Trésor en novembre 2013, Guillaume Ferrero et Émeric de Loubans contestent l'intérêt économique des aides à la transmission familiale. Au vu de plusieurs recherches universitaires publiées en Europe et aux États-Unis, et conclut les éventuels arguments théoriques en faveur d'un encouragement de la transmission de l'entreprise à la famille, à savoir les externalités positives liées à une meilleure prise en compte par l'entreprise familiale du long terme, et sa capacité à amortir les chocs ne résistent pas à l'analyse empirique. Les études empiriques identifiant les successions des dirigeants, y compris celle de BAC 2009, sur le champ des entreprises françaises de plus de 20 salariés, entre 1987 et 2002, soit avant même l'instauration de la mesure du treuil transmission, conclut que le management héréditaire est préjudiciable, à la fois en termes de profitabilité et de pérennité des entreprises. Toutefois, l'étude de BAC citée dans cette conclusion concerne une période 1987 à 2002 de relative croissance en France, période où la capacité de l'entreprise familiale à absorber les chocs ne pouvait que très peu s'illustrer par ailleurs, comme le rappellent à juste titre les auteurs. Cette période était antérieure à l'adoption de la mesure du treuil transmission. Il pourrait être répondu que c'est précisément l'absence de cette mesure qui pénalisait voire fragilisait les entreprises familiales à cette époque. De fait,
Selon les pays ou les années de référence, les recherches peuvent montrer des résultats moins contrastés que les conclusions présentées par l'étude publiée par la DG Trésor, notamment en termes d'emploi. Ainsi, l'économiste Alain Tourgeman, analysant les opérations effectuées en 2010, démontre empiriquement que, indépendamment du nombre de salariés, les entreprises ayant fait l'objet d'une transmission familiales ont toutes connu des taux de survie à 3 ans supérieurs au taux de survie de celles ayant fait l'objet d'une cession non familiale. Et si il est exact que les entreprises familiales sont potentiellement moins dynamiques, les entreprises à croissance forte y sont moins nombreuses. Elles ont été en revanche moins sensibles à la crise économique après 2008 et ont été moins nombreuses à connaître une contraction de leur effectif comparativement aux cessions non familiales. Vos rapporteurs ont toutefois noté quelques points de convergence entre les différentes études économiques, ainsi au-delà de certains biais liés à toute étude empirique. Il apparaît que la reprise en interne présente certains avantages en termes de pérennité de l'entreprise et ou de conservation de l'emploi face au risque de disparition de l'entreprise faute de repreneurs ou faute de préparation suffisante des nouveaux dirigeants. Vos rapporteurs ont également noté qu'il n'existe pas d'études sur l'impact territorial de l'absence de transmission. Si les économistes illustrent largement leurs propos sur la pérennité et la croissance de l'emploi à l'intérieur des entreprises transmises, aucun rapport n'inclut les emplois indirects perdus à l'occasion d'une entreprise fermée suite à un manque de repreneurs ou suite à la vente d'un établissement décidé par l'acquéreur. Au-delà du caractère relativement théorique et parfois daté de certaines études, vos rapporteurs ne peuvent que constater sur le terrain une réalité socio-économique indiscutable. La disparition de certaines entreprises, faute de repreneurs, pénalise l'emploi, le savoir-faire et la vitalité de nos territoires. Tels sont les véritables enjeux de la transmission. La préservation de l'emploi. Chaque année, 30 000 entreprises disparaissent annuellement faute de repreneurs. C'est donc bien plus de 30 000 emplois qui disparaissent chaque année de ce fait. Certes, une partie de ces entreprises connaissent des difficultés économiques qui expliqueraient l'absence de reprise, mais comme évoqué précédemment, le manque d'anticipation de la reprise explique en partie les difficultés économiques auxquelles font face certaines entreprises en recherche de repreneurs. Par ailleurs, toutes les disparitions sont loin d'être dues à la dure fatalité des cycles économiques. Ainsi, figurent également parmi les entreprises disparues des entreprises en bonne santé qui représentent un nombre non négligeable d'emplois. Si la disparition concerne avant tout des PME mal classées en termes de risque, près de 14% des entreprises disparues en 2012 avaient un risque jugé peu élevé, note A ou B, soit un total de 644 PME. En considérant que la part des entreprises considérées à tort comme disparues et non cédées est équivalente en 2011 et 2012, il apparaît que le nombre de PME en bonne santé qui ont disparu sans accident judiciaire ni reprise était donc de 335 unités en 2011 et 301 unités en 2012, correspondant respectivement à 8 000 salariés en 2011 et 13 000 salariés en 2012. 10 000 emplois par an supprimés faute de repreneurs apparaît ainsi comme un chiffre minimum qui ne prend en compte ni les emplois perdus faute d'anticipation du cédant, ni les emplois perdus indirectement. En effet, une entreprise sur un territoire généré par sa seule présence d'autres activités et d'autres emplois, notamment dans le secteur de l'artisanat et du commerce de proximité. La transmission, bien plus qu'une simple question économique, apparaît ainsi comme un véritable enjeu social et territorial.
Le maintien de l'emploi sur le territoire passe nécessairement par une meilleure fluidité des transmissions d'entreprises, le maintien du savoir-faire. Les entreprises familiales centenaires se différencient des entreprises pluri- pluri-actionnariales par leur finalité, leur fonctionnement et leurs valeurs. Ces entreprises et leurs dirigeants estiment avoir une responsabilité sociale avec comme objectif prioritaire la pérennité de l'entreprise et la préservation de l'emploi. Leurs valeurs sont essentiellement un savoir-faire. L'image liée au nom, une capacité d'écoute, aussi bien des clients fidélité que des salariés. Leur attachement géographique montre aussi qu'elles sont conscientes de leur rôle économique à l'échelle locale. Cette vision de l'entreprise familiale est notamment partagée par BPI France, qui leur consacre une offre spécifique pour les accompagner. Estimant que résilientes, innovantes, orientées long terme, les PME et, et ETI familiales ont tout pour relever le défi de la croissance et de la compétition internationale. C'est ainsi tout un savoir-faire technologique français que ces entreprises défendent dans les différents territoires. Les parlementaires, comme l'ensemble des Français, connaissent dans leur territoire des entreprises centenaires qui transmettent de génération en génération un savoir-faire qui évolue et se modernise avec le temps. Et ce savoir-faire existe aussi bien dans le textile, dans la menuiserie, dans la mécanique ou l'agroalimentaire que dans l'horlogerie, ou même le travail de l'acier et de la visserie-boulonnerie, comme c'est le cas pour cette entreprise franc-comtoise. Nous sommes assis sur une tradition technologique qui est celle du fil d'acier, qu'il s'agisse des hameçons ou de la visserie-boulonnerie. Ici, nous disparaissons, c'est un élément important de la technologie française qui disparaît. La lutte contre la dévitalisation de nos territoires. Vos rapporteurs ont pu regretter le faible nombre d'études se concentrant sur l'impact territorial de la cession-transmission d'entreprises. Ainsi, les projections sur les emplois menacés par la fermeture d'entreprises non reprises s'en tiennent bien souvent au seul emploi de ces dernières, oubliant les emplois induits qui disparaissent dans nos territoires. C'est une réalité bien connue des chambres de commerce et d'industrie. En Bourgogne, une création d'entreprise permet de créer en moyenne 1 à 5 emplois, alors qu'une transmission ou une reprise génère en moyenne 10 à 20 emplois. Dans cette région à forte proportion rurale, la pérennité d'une entreprise favorise le maintien de la population des actifs dans un village. Les seuls chiffres disponibles semblent conforter l'idée selon laquelle la reprise est un enjeu majeur pour la sauvegarde du tissu social et économique de nos territoires. Une récente étude publiée par l'Institut supérieur des métiers rappelle que une entreprise sur trois est artisanale. 31% des entreprises artisanales sont issues d'une transmission reprise. Le nombre de reprises est en baisse constante depuis près de 10 ans, avec dans certaines régions une division pratiquement par deux du nombre de reprises entre 2008 et 2014. C'est notamment le cas de régions fortement rurales où l'artisanat maintient l'activité de plusieurs villages et bourgs ruraux. Si la crise est un facteur non négligeable de cette tendance, le manque d'anticipation et d'accompagnement des cédants est bien souvent l'explication principale de l'échec à trouver un repreneur. La même étude indique que sur 100 entrepreneurs individuels partant à la retraite, seuls 37% trouvent un repreneur contre 55% qui avouent n'avoir eu aucun projet de cession et 8% dont les efforts ont échoué. L'enjeu dépasse le simple cadre économique pour devenir une véritable problématique d'aménagement de nos territoires. Comme le rappelle la Confédération des PME, les TPE-PME font le maillage territorial de notre économie. Leur disparition a donc un impact non négligeable sur beaucoup de territoires, et notamment ruraux, mais pas seulement.
Derrière ce sujet se pose une question d'aménagement des territoires. Les centres-villes sont également touchés par ce problème. Nombre de commerces cessent en effet leur activité faute de repreneurs et l'activité va s'établir en périphérie. Cette difficulté, loin de s'atténuer, risque de prendre encore plus d'importance alors que toute une génération de dirigeants doit être remplacée ces 10 prochaines années. Du premier constat que nous venons d'établir, il ressort qu'il est nécessaire de disposer de chiffres sûrs et fiables en matière de transmission. Ces chiffres doivent comprendre l'ensemble des paramètres territoriaux pour dépasser les généralités économiques. Sécuriser la collecte de données fiables. Depuis que l'INSEE a cessé de produire ces chiffres, ces statistiques sur les reprises d'entreprises en 2006, il y a un réel manque de données fiables et détaillées régulièrement mises à jour. Par ailleurs, les baromètres existants excluent généralement les TPE. La France rencontre une réelle difficulté depuis 2006 à disposer de statistiques fiables en matière de transmission. Or, il est difficile d'avoir une politique proactive en matière de reprise d'entreprise sans s'appuyer sur des chiffres et des outils incontestables. Les rapporteurs ont même pu constater une certaine confusion parmi les spécialistes à la lecture des statistiques concernant les TPE, PME et ETI. Selon qu'elles concernaient les entreprises cédées ou les entreprises acheteuses, la confusion entourait également la définition du périmètre étudié, fonds de commerce observé seulement secteur visé ou simple rachat de parts. Vive la France!